Bonjour Ron, et bienvenue à nouveau. Nous sommes aujourd'hui rejoints par Michael Hudson, l'un des plus grands économistes politiques au monde, pour discuter du développement d'un système économique international multipolaire, qui est effectivement en train d'être construit, à l'heure où nous parlons, en Chine. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. Eh bien, merci de m'accueillir. Il se passe tellement de choses en ce moment. C'est incroyable à quelle vitesse les événements s'enchaînent. Mais si vous voulez mesurer à quel point cela est extraordinaire en si peu de temps, il suffit de regarder les 3 dernières décennies. Si vous vous souvenez, à la fin de la guerre froide, l'objectif principal de la politique étrangère de la Russie était de s'intégrer à l'Occident, de créer une maison européenne commune ou une Europe élargie. Et puis bien sûr, au fil des décennies, nous avons vu que l'expansionnisme de l'OTAN a commencé à rapprocher la Russie de plus en plus de la Chine à la place. Après 2014, la Russie a véritablement abandonné le projet de Grande Europe au profit de ce qu'elle appelle la Grande Eurasie. Et Trump, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, semblait reconnaître cette erreur, reprenant presque les propos d'Henry Kissinger en affirmant qu'il avait été une énorme erreur de pousser la Russie dans les bras de la Chine. Cependant, nous assistons aujourd'hui à une autre erreur colossale en matière de politique étrangère. Toutes ces menaces, ces droits de douane et ces menaces de sanctions secondaires contre l'Inde poussent désormais ce pays non seulement vers la Chine et la Russie, mais aussi à se rapprocher d'eux. On voit donc ce rôle se concrétiser au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai, avec des réunions en Chine et la formation de nouveaux partenariats. C'est vraiment extraordinaire. Je me demandais comment vous interprétiez toute cette situation. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que, alors que Trump a véritablement représenté l'État profond en déclarant la guerre au reste du monde, la seule guerre qu'il a réellement gagnée est celle contre ses propres alliés, contre l'Europe, la Corée et le Japon. Il a poussé le reste du monde à s'unir. Et c'est en fait sa véritable attitude néoconservatrice, belliqueuse et guerrière qui a, d'une certaine manière, unifié le reste du monde pour prendre les mesures qu'ils prennent actuellement, à peine 6 mois après l'arrivée de Trump au pouvoir. Ce qui se passe, c'est un réalignement géopolitique, comme vous l'avez souligné. Le thème central de cette réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai était la gouvernance mondiale. C'est ce que disait le président Xi. Et il ne s'agit pas seulement de la gouvernance des pays de l'OCS. Soraishorani Soram Piping, it's been exclu Borbit, the histories. Et bien sûr, le catalyseur de tout cela, qui a préparé le terrain, a été les tarifs douaniers de Trump contre l'Inde. Le Premier ministre indien Modi a passé 1 heure à rouler en limousine avec le président Trump et à discuter des relations entre l'Inde et la Russie. Et Trump avait essentiellement dit à l'Inde, « Nous allons vous bloquer l'accès au marché américain, et cela va créer le chaos dans votre économie si vous ne cessez pas d'importer du pétrole et de l'énergie de Russie. » Ce que Modi a expliqué au public, c'est que le commerce pétrolier de l'Inde est bien plus important pour son économie que son commerce avec les États-Unis. Obtenir du pétrole pour alimenter toute son économie et gagner de l'argent grâce au commerce et à la balance des paiements est plus important que de produire du textile à bas salaire et d'autres emplois que les entreprises américaines espéraient utiliser en Inde comme contrepoids à la Chine. Ils diront, « Eh bien, nous n'avons pas besoin de la main-d'œuvre chinoise pour fabriquer des iPhones et d'autres produits. Nous pouvons utiliser la main-d'œuvre indienne. » Tout cela est terminé. Et juste après les réunions de l'OCS, nous allons enchaîner avec les réunions plus importantes des BRICS et le Premier ministre indien, Modi, va devenir le chef des BRICS pour l'année prochaine. Car c'est au tour de l'Inde d'accueillir les BRICS
et ils se réuniront en Inde. Eh bien, juste un mois avant ces réunions, tout le monde s'inquiétait que l'Inde soit le maillon faible des BRICS parce qu'elle ressemblait, d'une certaine manière, beaucoup à la Turquie. Elle essayait de jouer sur les deux tableaux, le monde des États-Unis et celui de la Chine et des BRICS. Et Trump a fermé la porte à l'option de s'aligner sur les États-Unis, malgré le fait que tant de milliardaires indiens ou d'entreprises riches soient liés aux États-Unis. Modi a compris que l'avenir de l'économie indienne se trouve avec la Russie, la Chine, l'Iran et le reste de la région des BRICS. Tout cela constituait donc le contexte de cette situation. Ce qui a été clairement exprimé, le thème central des discours de Poutine, Xi et des autres, c'est que nous sommes maintenant 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et que les États-Unis ont pratiquement eu carte blanche pour façonner l'ordre économique international. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce et la guerre froide, tout cela selon leurs propres conditions. Ces conditions se voulaient multilatérales et elles promettaient d'être celles qui sous-tendent la Charte des Nations Unies. Avant tout, la multipolarité, un traitement égal des autres pays, pas de tarifs sélectifs, pas de sanctions contre certains pays, pas d'injonction sur avec qui vous pouvez commercer, avec qui vous pouvez investir, ce que vous devez faire. Et tout cela a été violé à un rythme accéléré par les néoconservateurs américains dans leur guerre froide. Ainsi, la façon dont le président Xi l'hôte de ces réunions. Et ils se sont déplacés à Pékin pour le grand défilé militaire, je crois plus tard aujourd'hui, heure de la Chine, l'a formulé, c'est que nous allons maintenant reprendre là où 1945 était censé nous mener, vers une alternative au fascisme, une alternative au nazisme, une alternative au militarisme du Japon. Le président Xi soulignait le rôle de la Chine dans la défaite du Japon, le rôle de la Russie dans la défaite de l'Allemagne et de l'Axe, et les grands sacrifices qu'ils ont consentis. Et malgré le fait que, dans leur récit, ils affirment avoir réellement gagné la guerre contre les puissances de l'Axe, la réalité est que ce sont les États-Unis qui ont conçu le monde d'après-guerre. Les États-Unis ont recruté autant de scientifiques et de politiciens nazis qu'ils le pouvaient lors de l'opération Paperclip et les ont employés pour lutter contre le communisme en Amérique latine, en Europe et dans d'autres pays. Ils ont engagé leurs scientifiques, Wernher von Braun, etc., pour le programme spatial américain. Ce sont les États-Unis qui, d'une certaine manière, n'ont pas vraiment mis fin à la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, en Allemagne, le chancelier Merz déclare « Nous allons refaire la Seconde Guerre mondiale et cette fois, l'armée allemande va battre l'armée russe. » C'est vraiment le contexte qui a consolidé les pays des BRICS pour toujours. Et le résultat, c'est qu'il y a une fracture mondiale en cours, mais elle est différente de toutes les tentatives faites au cours des 70 dernières années. En 1954, les pays non alignés se sont réunis à Bandung, en Indonésie, et ont déclaré « Nous avons besoin d'un ordre plus juste et équitable qui nous permette de nous développer et qui ne freine pas notre développement par la dette étrangère, le libre-échange, ou en nous empêchant de protéger et de subventionner notre propre industrie. » Mais ils ne pouvaient vraiment rien y faire, car ils étaient trop petits, agissant chacun de leur côté. Les nations non alignées ne pouvaient pas s'en sortir seules, même ensemble, car elles n'avaient pas la masse critique. Ce qui a tout changé depuis les années 1990, évidemment, c'est la Chine. Aujourd'hui, la Chine peut constituer le noyau de cette masse critique, en grande partie grâce à ses politiques financières, ses réserves de change, sa puissance économique, sa capacité d'exportation, sa puissance technologique. Et cela a permis, pour la première fois,
à des pays en dehors de l'orbite des États-Unis et de l'Europe, je crois que nous en avons déjà parlé, de créer une alternative. Ces réunions de l'OCS, qui seront suivies par les réunions des BRICS dans une semaine environ, visent toutes à préciser comment ils vont restructurer ce nouvel ordre économique. Et ils sont suffisamment puissants pour le faire. Et il est évident que nous pouvons voir que le commerce sera un élément clé dans cette affaire. Les États-Unis essaient d'utiliser le commerce extérieur comme une arme en disant « Nous pouvons vous forcer à suivre nos directives politiques, comme isoler la Russie et la Chine et rejoindre la guerre froide américaine contre eux, en bloquant votre accès au marché américain. » Eh bien, c'est une forme d'armement. Dire « Nous pouvons provoquer le chaos chez vous si vous ne suivez pas nos conseils. » Donc, l'alternative à cela, comme je pense que tous les intervenants l'ont expliqué à Tianjin, était « Nous commercerons entre nous. Si nous ne commerçons pas avec les États-Unis, nous renoncerons au marché américain. » En réalité, l'Inde n'a pas d'autre choix que de renoncer au marché américain si les droits de douane de Trump sont maintenus contre elle. Ils commerceront entre eux. Et tout cela a une dimension militaire, qui est devenue le cadre sous-jacent pour discuter de tous les changements économiques, financiers et connexes. Il s'agit d'un combat civilisationnel pour restructurer l'ensemble des moyens du commerce extérieur et de la finance. Cela va entraîner une dédollarisation. Le président Poutine a souligné à quel point les moyens de la Chine pour commercer entre eux dans leur propre monnaie nationale étaient plus efficaces, comparé au fait que la Russie doive acheter des dollars pour payer la Chine en dollars, puis que la Chine reconvertisse ces dollars dans sa propre monnaie. Tout cet échange de devises et les frais qui y sont liés n'ont plus à être supportés. Sans parler du fait que les États-Unis ont militarisé la finance internationale en excluant la Russie, la Chine et d'autres pays du système SWIFT, le réseau de compensation bancaire. Ainsi, tout ce que Trump a fait pour isoler d'autres pays sur les plans financiers, commercial, économique et militaire a eu l'effet inverse. Cela les a rapprochés. Et tout ce que les pays de l'OCS, des BRICS et la majorité mondiale avaient vraiment à faire, c'était de se demander, si nous devons agir ensemble comme une unité, comment allons-nous établir les règles du commerce, les règles de la finance, afin que ce soit quelque chose de multilatéral, un mot qui revenait sans cesse, et équitable. Comment pouvons-nous nous dédollariser afin que les États-Unis ne puissent pas saisir nos réserves de change, comme ils ont saisi les 300 milliards de dollars de la Russie, ou l'or, comme la Banque d'Angleterre a saisi les réserves d'or du Venezuela, ou d'autres. Ainsi, on assiste à cette fracture mondiale qui se manifeste dans le fait de dire que finalement, il ne s'agit pas tant de créer un nouveau type de civilisation, mais plutôt de reprendre le fil de la civilisation là où il a été interrompu par la guerre froide menée par les États-Unis, laquelle a transformé la finance et le commerce en violation de tous les principes des Nations Unies qui nous avaient été promis à la fin de la Seconde Guerre mondiale, principes qui devaient être subventionnés et soutenus par les États-Unis. Voilà essentiellement le cadre qui s'est mis en place. Je viens de lire que ce matin, la Chine et la Russie ont enfin signé un accord sur le gigantesque gazoduc Force de Sibérie 2. Cette fois, il ne s'agit pas des champs gaziers situés dans les régions asiatiques de la Russie qui sont exportés. Le gaz provient de la péninsule de Yamal, dans l'Arctique russe. Et il s'agit d'une quantité massive de gaz qui sera acheminée vers la Chine. Ce gaz était auparavant destiné à être exporté vers l'Europe, principalement via les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 vers l'Allemagne. Comme nous le savons, ces gazoducs ont été détruits. On a d'abord essayé d'en accuser les Russes, mais il a ensuite fallu revenir sur cette version.
Maintenant, on essaye d'en accuser les Ukrainiens. Mais je pense que la plupart des gens supposent que les États-Unis ont eu quelque chose à voir avec cela. Mais c'est vraiment un développement énorme, énorme, car cela confirme véritablement le pivot de la Russie loin de l'Europe, un rêve qu'elle caressait depuis 2001. Cette idée d'une Europe commune remonte au concept de Gorbatchev d'une maison européenne commune jusqu'en 2014. Puis en 2022, la Russie a commencé à l'abandonner complètement. Mais aujourd'hui, bien sûr, en signant cet accord, tout ce gaz, qui était censé alimenter les industries européennes pendant des décennies, ira désormais en Chine. Je me demande simplement ce que diront les historiens du futur, car les Européens célèbrent encore le fait de s'être libérés du gaz russe. Ils n'ont aucune alternative, si ce n'est du gaz américain, bien plus cher, qui pourrait même ne pas être disponible à l'avenir. C'est donc incroyable de voir ce qui se passe. Mais de toute façon, il n'y a vraiment plus de retour en arrière possible maintenant, parce que c'est justement ça. C'est irréversible. Une fois qu'on fait un investissement aussi énorme, on ne va pas dire « Oh, à un moment donné, nous voulions être une nation européenne. Nous nous considérions comme Européens, mais nous n'allons pas, d'une manière ou d'une autre, démolir ce pipeline et en construire un nouveau vers l'Europe. » Poutine a clairement indiqué que la rupture avec l'Europe, et surtout avec l'Allemagne, mettra de nombreuses décennies à être réparée. La Russie a accepté le fait qu'il n'y aura pas de réouverture du gazoduc Nord Stream vers l'Europe. Il pourrait y en avoir pour le gaz, mais cela dépend de l'Europe. Mais l'Europe est désormais vraiment enfermée dans l'orbite des États-Unis. C'est comme si tout l'effet de la guerre froide, toute la stratégie de Trump contre la Russie et la Chine avait été d'enfermer l'Europe dans une dépendance vis-à-vis des États-Unis pour le gaz naturel liquéfié et surtout pour l'une des bases de son équilibre des paiements, les ventes d'armes militaires. Trump avait annoncé qu'il avait fait pression sur l'Inde pour qu'elle achète plus d'armes américaines. Et il avait critiqué l'Inde pour avoir acheté des armes russes. Je ne pense pas que Modi ait dit clairement « Eh bien, nos armes fonctionnent et les vôtres non », comme nous l'avons vu avec le déroulement de la guerre en Ukraine. Il n'a rien dit, mais il est évident que les États-Unis ont perdu l'Inde comme grand acheteur de leurs avions, missiles et autres produits du complexe militaro-industriel, très coûteux. Donc c'est un coup dur pour les États-Unis, mais cela a enfermé l'Europe dans des achats d'armes américaines. Et l'ensemble des accords tarifaires de Trump avec l'Europe a simplement abouti à une telle capitulation de l'économie européenne face aux États-Unis, l'enfermant, se privant du choix de commercer avec les pays des BRICS, les pays asiatiques, qui sont les économies à la croissance la plus rapide au monde. On assiste à des révolutions de salons politiques en Europe, disant qu'il faut se débarrasser des partis au pouvoir. Il faut des partis nationalistes. Et comme vous et moi en avons déjà discuté ici, il est étonnant que tout cela se produise encore presque entièrement à l'extrême droite de l'échiquier politique, et non à gauche en ce qui concerne le nationalisme. Mais à un certain moment, le parti de Sarah Wagenknecht en Allemagne et d'autres partis en Grande-Bretagne vont remplacer les partis néoconservateurs américains. Mais comme vous l'avez dit, la rupture irréversible a déjà eu lieu. Il n'y a vraiment rien qui puisse arriver à l'Europe. Ainsi, toute l'identité et la structure des règles que la majorité du monde va suivre seront celles décidées par la Chine, la Russie, l'Inde, les BRICS et la majorité mondiale. Et ils vont non seulement isoler les États-Unis, mais aussi l'Europe avec eux. Ces derniers jours, von der Leyen, l'Allemagne et l'UE ont annoncé leur intention de fournir des missiles à l'Ukraine et d'attaquer la Russie. Cela ne fait que sceller l'irréversibilité de l'isolement de l'Europe occidentale par rapport au reste de l'Eurasie.
from the rest of Eurasia. Je voulais poser une question sur le traitement de l'Inde, car cela semble vraiment hors de propos. Pour moi, le point crucial remonte à une décennie. En effet, j'ai écrit un livre il y a 10 ans, intitulé « La stratégie géoéconomique de la Russie pour la Grande Eurasie », car 2014 a été un moment charnière, c'est-à-dire au même moment où l'Occident soutenait ce coup d'État en Ukraine, qui a anéanti l'espoir de la Russie d'une Europe commune. Les Chinois lançaient leur initiative Belt and Road, par voie terrestre et maritime, créaient la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures et lançaient leur plan China 2025 pour développer un leadership dans les technologies clés. Vous avez donc vu l'émergence de nouvelles technologies, industries, corridors de transport, banques et différentes monnaies, tout cela apparaissant en même temps en Chine, alors qu'ils renversaient le gouvernement en Ukraine. Et pour moi, c'était tout simplement incroyable, parce que pour la première fois, un pays comme la Chine disposait à la fois des capacités et de la préparation nécessaire pour défier le système économique centré sur les États-Unis. Et c'était le moment de tuer le rêve de la Russie de pouvoir s'intégrer à l'Occident. Je veux dire, c'était oui, assez extraordinaire. Si vous vouliez vous saboter, c'est exactement ce que vous feriez. C'est pourquoi je pense que la décennie passée était en quelque sorte prévisible à bien des égards. Mais maintenant, nous voyons la Russie et la Chine mener ce front eurasien afin de développer un système économique alternatif. Mais l'Inde a toujours été l'élément imprévisible, car elle entretient une relation quelque peu difficile avec la Chine. Il est possible qu'elle soit utilisée par les États-Unis. À chaque fois qu'il y a des tensions entre la Chine et l'Inde, les médias s'emballent un peu, pensant que cette fois, l'Inde va se rallier et rejoindre le bloc anti-chinois. Mais ce genre de menace contre l'Inde, je n'arrive tout simplement pas à comprendre. Et il ne semble pas que Washington fasse marche arrière. Aujourd'hui encore, j'ai vu Navarro prononcer des discours disant « Vous savez, Inde, tu n'as pas le droit d'acheter de l'énergie russe. » Ou « Tu ne devrais pas acheter d'armes russes. » Et, vous savez, on aime Modi, mais c'est inacceptable. J'ai participé à plusieurs émissions politiques à la télévision indienne, et tout le monde est stupéfait. Certains trouvent ça hilarant, d'autres sont en colère. Mais ils n'arrivent pas à croire que ce soit réel. Pourquoi Washington devrait-il dicter à l'Inde avec qui elle peut commercer? Cela semble absurde. Mais quand on écoute des gens comme Navarro, c'est présenté comme la chose la plus naturelle du monde. Comment expliquez-vous ce traitement réservé à l'Inde? Parce que cela aurait pu être le meilleur ami de l'Amérique. C'est vraiment extraordinaire. Eh bien, vous utilisez le mot « inacceptable », et c'est là toute l'ironie de la situation. Cela montre que les États-Unis n'avaient aucune évaluation précise des coûts et des avantages de ce qu'ils faisaient. Pensez à ce que signifiait le mot « inacceptable » lorsque les États-Unis disent « nous ne l'accepterons pas ». George Bernard Shaw racontait qu'il était à une soirée et qu'une femme s'était approchée de lui. Elle était, je crois, yogi. Elle revenait d'Inde et lui avait dit très fièrement « J'accepte le monde ». Et George Bernard Shaw lui avait répondu « Eh bien, madame, vous n'avez pas vraiment le choix, n'est-ce pas ?» Eh bien, c'est la situation des États-Unis. Lorsqu'ils disent qu'ils n'accepteront pas l'inévitable, cela n'a en réalité que très peu d'effet sur la réalité. C'est comme le roi Canute essayant d'arrêter l'océan, d'empêcher les marées de monter. Cela n'a absolument aucun effet. Et la plupart des décideurs politiques, je pense, toutes les déclarations, y compris depuis le début de la guerre de l'OTAN en Ukraine jusqu'à cette semaine, même aujourd'hui, disent que la force de Trump et son pouvoir sur les autres pays,
qui lui ont permis d'annoncer ses tarifs douaniers du jour de la libération, tiennent au fait que les autres pays ont besoin du marché américain. Car la perturbation serait si grande que l'alternative à une alliance avec les États-Unis serait le chaos. Eh bien, de toute évidence, Pékin et Moscou, et maintenant New Delhi, ont décidé que leur capacité à accepter une perturbation des échanges commerciaux est bien supérieure à celle de l'Amérique et de l'Europe. Pour ces pays, il n'est pas si difficile de remplacer le marché américain. La Chine a déjà complètement détourné sa demande de soja des États-Unis vers le Brésil. Le résultat, c'est que les prix du soja s'effondrent désormais aux États-Unis. Le secteur agricole, qui est un secteur politique clé aux États-Unis depuis les années 1930, souffre réellement de la perte du marché chinois et maintenant d'autres pays alliés aux BRICS. La Chine, la Russie, l'Inde et d'autres pays de la majorité mondiale sont capables de restructurer le commerce entre eux. Il va évidemment y avoir un coût à court terme. Il y aura des licenciements. Je suis sûr que de nombreuses entreprises textiles en Inde ont soudainement dû arrêter leur activité. Il se peut que la décision rendue aujourd'hui par la Cour suprême, déclarant les droits de douane de Trump illégaux, donne de l'espoir en laissant penser que peut-être ces droits de douane devront être annulés. Cela n'aura absolument aucun effet, car aussi bien les républicains que les démocrates au Congrès soutiennent totalement ce que fait Trump. Ils ont soutenu la guerre contre la Chine. Donc ça ne va pas amener d'autres pays à dire « Oh, maintenant, nous pouvons rouvrir nos usines et recommencer à exporter vers les États-Unis, car tout sera de nouveau bouleversé dès qu'il y aura un vote au Congrès. Soutenez-vous la guerre de l'Amérique contre la Chine? Eh bien, ils la soutiennent tous. Les politiciens la soutiennent, c'est certain, mais pas le public américain. Les sondages montrent que le public veut les mêmes choses que le président Xi et le président Poutine. Ils veulent la paix. Ils veulent un commerce normal et la prospérité. Ce n'est pas ce que veulent les sénateurs et les représentants du Congrès américain. Eux veulent la guerre froide. Ils veulent la pauvreté. Ils veulent l'inflation. Ils veulent un dollar en déclin. Ce sont les politiciens qui détruisent l'économie, pas les électeurs, ni le monde des affaires qui va être perdant dans tout cela. C'est ce qui est si étonnant dans tout ça. Les États-Unis n'agissent pas vraiment dans leur propre intérêt. Et apparemment, c'est parce que la CIA, le Conseil de sécurité nationale, le Conseil des conseillers économiques et tous les économistes du gouvernement ont mal évalué les coûts et les avantages en jeu dans la restructuration de cet ordre mondial. Pour des raisons idéologiques, ils ne peuvent pas reconnaître pourquoi la Chine et ses pays alliés prennent de l'avance. Ils ne peuvent pas admettre qu'une économie de marché socialiste fonctionne mieux qu'une économie financiarisée et belliqueuse qui accumule un déficit chronique de la balance des paiements et de la dette publique à cause de sa guerre froide. Ils ne peuvent pas l'admettre. Eh bien, beaucoup des accords qui sont conclus sont évidemment principalement économiques. Et comme vous le dites, obtenir l'adhésion de l'Inde ne voudrait jamais rejoindre quoi que ce soit qui serait perçu comme un groupe contre l'Amérique, car leur idée principale est de pouvoir diversifier leurs liens et commercer avec tout le monde. Ce n'est donc pas un groupe contre l'Amérique, mais un groupe pour se protéger de l'Amérique. C'est-à-dire que si Washington n'était pas opposé à l'Inde serait beaucoup plus prudente. Mais maintenant, vous savez, que peuvent-ils vraiment faire? Je ne pense pas qu'ils se seraient jamais subordonnés ou auraient capitulé face aux exigences de Washington. Mais même s'ils l'avaient fait, quelles en auraient été les récompenses? Nous avons vu les Européens le faire. Ils ont signé n'importe quel accord que Trump leur présentait. Même si Ludo Bay disait que c'était un accord commercial horrible,
ils l'ont signé quand même, et ils sont restés assis comme de bons élèves devant son bureau. Ils ont fait tout ce qu'on leur demandait, espérant que leur obéissance serait récompensée. Mais ce ne fut pas le cas. Tout ce qu'ils ont fait, c'est se couper de la Russie, de la Chine, de l'Iran, et maintenant peut-être aussi de l'Inde à l'avenir. Et ce n'est en réalité pas récompensé. Cela les rend simplement plus dépendants des États-Unis, ce qui affaiblit encore davantage leur position. Donc vous savez, il serait assez naïf de croire que les Indiens suivraient le même chemin. Eh bien, ni le président Xi ni le président Poutine n'ont fait la moindre référence aux États-Unis dans leur discours. Il n'y a eu aucune allusion. Ils ne présentent pas explicitement leurs actions comme une opposition aux États-Unis et à l'Europe. Ils les ignorent tout simplement. Ils se soutiennent mutuellement. Ce dont ils parlent, c'est de raviver les principes qui sous-tendent les Nations Unies. La multipolarité, le traitement d'égal à égal, la non-ingérence dans les affaires des autres pays. Ils proposent de définir ensemble quel serait un ordre mondial idéal auquel nous pourrions tous adhérer dans une logique gagnant-gagnant, et de ne permettre à aucun de nos pays membres d'utiliser le commerce extérieur ou la finance internationale comme des armes, ni de régler nos différends sur le champ de bataille plutôt que par la négociation. Rien de tout cela. Ils ont tout simplement ignoré les États-Unis. Donc il ne s'agit pas pour l'Inde ou tout autre pays qui rejoint ce mouvement de s'aligner contre les États-Unis. Ils disent « Nous suivons les principes fondamentaux que nous considérons comme les principes mêmes de la civilisation. » Et ces principes de civilisation ont non seulement été inscrits dans le droit des Nations Unies, mais remontent également au traité de Westphalie de 1748. Égalité entre les nations, non-ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays, pas de changement de régime, ni d'assassinat secret de chefs d'État. Rien de tout cela. Tout ce dont ils parlent, c'est du type de monde merveilleux qu'ils essayent de créer. Et si d'autres pays ne veulent pas les rejoindre, évidemment, les États-Unis et l'Europe ne voudront pas les rejoindre. Ils font simplement partie d'un autre monde. Ils sont en dehors de la civilisation, en dehors de l'état de droit. Encore et encore, le président Xi et le président Poutine ont évoqué le droit international qui s'impose à tous, par opposition à l'ordre fondé sur des règles établies par les États-Unis. Et ils utilisent cette expression assez fréquemment. Ce sont ces règles que Trump et les États-Unis ont utilisées pour limiter les efforts américains dans tout cela. Les États-Unis sont devenus un modèle de ce que la majorité mondiale cherche à éviter, cette confrontation globale. L'exigence de Trump, selon laquelle les entreprises européennes, japonaises et coréennes devraient relocaliser leurs industries automobiles, informatiques et autres industries majeures aux États-Unis ou permettre aux entreprises américaines de contrôler leurs principales industries émergentes sans avoir à déclarer de revenus imposables, sans avoir à payer d'impôts. Même les pays européens tentaient d'empêcher les entreprises américaines d'agir ainsi. La politique étrangère des États-Unis repose sur la manière dont nous pouvons semer le chaos dans d'autres pays et nuire à leurs économies afin qu'ils soient obligés de se ranger de notre côté. Or, normalement, si l'on cherche à blesser et à combattre un autre pays, ce n'est pas une façon de le rendre dépendant de vous, à moins de gouverner par la peur et la contrainte. Et toute la conception de l'avenir de l'OCS et des BRICS, comme l'ont annoncé leurs porte-parole, est qu'il sera basé sur le volontariat. C'est volontaire, parce que les gens recherchent un bénéfice mutuel et non un jeu à somme nulle, ce qui est la vision de Donald Trump pour les relations des États-Unis, bilatérales, pays par pays, et l'Amérique doit en sortir gagnante. D'autres pays doivent être les perdants. Il l'a répété encore et encore dans ses discours et ses écrits sur Internet.
Donc, d'une certaine manière, Trump a exposé exactement l'inverse de tout ce que l'Asie et la majorité mondiale cherchent à éviter. Et cela les aide en ce moment à établir des règles qui empêcheront tout pays membre de pouvoir refaire cela à l'avenir. En ce sens, il devrait peut-être recevoir le prix Nobel. Il a accéléré et catalysé la création d'un monde juste, idéal et pacifique. Cela ne s'applique tout simplement pas aux États-Unis et à l'Europe. Doesn't apply to United States and Europe. Oui, j'ai eu la même réflexion. Il pourrait y avoir un prix de la paix, même involontaire, décerné pour avoir réuni tous ces pays. Par exemple, l'Inde et la Chine, qui connaissent tant de tensions, voient désormais la nécessité de surmonter certains de ces problèmes afin de créer de nouvelles alternatives économiques. Mais ce que je trouve fascinant, c'est qu'une grande partie de cela aurait pu être prévue. En fait, cela a été prévu en temps voulu. Par exemple, dans les travaux académiques de personnes comme John Ruggie, qui écrivaient déjà dans les années 1980 sur la façon dont on pouvait s'attendre à ce que le système économique international évolue. Il faisait déjà remarquer à l'époque que lorsqu'une énorme quantité de pouvoir économique est concentrée dans l'hégémon, comme les États-Unis, celui-ci aurait la capacité d'agir comme un hégémon bienveillant, tout simplement parce qu'il serait dans son intérêt de fournir un bien collectif au système international. C'est-à-dire que le reste du système international fait confiance à son contrôle administratif sur l'économie mondiale. Ainsi, les États-Unis pourraient dire « Voici votre accès aux technologies et industries clés qui sont fiables. Vous avez accès aux corridors de transport sous le contrôle de la marine américaine qui ne seront pas perturbés. Vous avez accès à la monnaie de réserve. Nous pouvons tous commercer avec le dollar. Vous avez accès à la finance mondiale. Et toute cette architecture est sous contrôle américain. Et il est dans l'intérêt des États-Unis de maintenir ce système ouvert et libéral afin que le reste du monde puisse y accéder. Cela constituerait la base d'un système économique international qui serait considéré comme une hégémonie bienveillante. D'autres pays lui feraient confiance. Il serait plus ou moins à l'aise sous la direction des États-Unis. Cependant, il a également souligné à l'époque que lorsque l'hégémon est en déclin, cela ne fonctionnerait plus, car l'hégémon utiliserait probablement son contrôle administratif sur l'économie internationale pour empêcher l'émergence de rivaux. Par exemple, en coupant l'accès de la Chine aux technologies et aux industries, en bloquant l'accès de l'Iran aux corridors de transport, en saisissant ses pétroliers, en confisquant de l'or, en interdisant à certains pays l'accès aux banques et aux devises. Et soudainement, tout le système économique est militarisé et la confiance disparaît. Cela ne fera qu'accentuer le besoin d'alternatives. Et encore une fois, c'est exactement là où nous en sommes aujourd'hui. Autrement dit, les États-Unis s'apprêtent à adopter une sorte d'économie tributaire, où d'autres doivent payer un tribut, ou où ils trouvent un moyen d'extraire la puissance industrielle ou la richesse d'autres pays. C'est très court-termiste et destructeur, et tant de confiance est en train d'être perdue. Mais ce que je voulais surtout aborder, c'est que, bien que beaucoup des accords actuellement signés en Chine soient de nature économique, ils sont censés former un nouveau système international. Mais quels sont, selon vous, les principes clés de ce système? Car il ne s'agira certainement pas de l'ordre international fondé sur des règles, qui n'est ni international, ni fondé sur des règles, ni même ordonné. Alors, qu'essaie-t-il réellement de mettre en place? Eh bien, j'avais déjà écrit ce que vous venez de décrire dans mon livre Global Fracture en 1968. Et je pense que ces règles ont été clairement énoncées. Vous avez mentionné le transport. Le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, a récemment expliqué dans un discours le mois dernier la nécessité, je cite, d'établir des mécanismes de commerce extérieur que l'Occident ne pourra pas contrôler, tels que des corridors de transport.
des systèmes de paiement alternatifs et des chaînes d'approvisionnement. Fin de citation. Et à titre d'exemple, il a cité la manière dont les États-Unis ont paralysé l'Organisation mondiale du commerce en refusant de permettre la nomination d'un troisième juge, de sorte qu'il ne peut pas y avoir de panel de 3 juges pour tout cela. Les États-Unis n'ont que la capacité de bloquer les initiatives des autres pays. Par exemple, un veto des États-Unis a, à lui seul, empêché les Nations unies de dénoncer Israël. Il suffit de suivre les conséquences du pouvoir de veto américain. Les États-Unis ne rejoindront aucune organisation dans laquelle ils ne disposent pas d'un droit de veto, car ils estiment que cela reviendrait à laisser d'autres pays contrôler leur économie. Or, aucun pays ne disposera d'un tel pouvoir de veto parmi les pays de la majorité mondiale. Cela s'est avéré être le talon d'Achille des Nations unies. La capacité des États-Unis à bloquer les décisions, ainsi que la corruption pure et simple, comme ils ont corrompu l'Agence internationale de l'énergie atomique, en faisant en sorte que Raphaël Grossi transmette à Israël tous les sites nucléaires iraniens et les noms des scientifiques pour qu'ils soient assassinés ou bombardés. Je veux dire, Lavrov en a cité tout un tas. Lavrov mentioned a whole bunch of it. So the United, as you just pointed out, the world is Donc, comme vous venez de le souligner, le monde ne doit plus être gouverné par des règles unilatérales américaines dictées par la désespérance. Les États-Unis agissent par désespoir, essayant de tout arrêter. Le président Poutine l'a déjà décrit en 2022 et posait les bases de ce que nous voyons éclore aujourd'hui. Il a dit que les pays occidentaux affirment depuis des siècles qu'ils apportent la liberté et la démocratie à d'autres nations, alors que le monde unipolaire est fondamentalement antidémocratique et dépourvu de liberté. C'est faux et hypocrite de bout en bout. Eh bien, c'est une déclaration aussi directe qu'on puisse l'être. Et on peut constater que beaucoup de personnes en dehors des États-Unis ont dit que les 3 dernières années, de 2022 à aujourd'hui, n'ont fait que confirmer cela. Il nous faut une alternative. Et c'est bien là le point essentiel. C'est la première fois qu'ils sont vraiment poussés à expliciter quelles seraient les règles d'une alternative. Ils ne peuvent pas simplement dire « nous allons rompre avec les États-Unis et faire cavalier seul ». Ils doivent se demander « quelles sont les règles selon lesquelles nous allons faire cavalier seul » ? Comment allons-nous établir des règles pour organiser nos échanges de manière équitable entre nous? Comment allons-nous financer ce commerce extérieur? La Chine a annoncé qu'elle allait créer une banque capable d'accorder des crédits aux pays qui enregistrent des déficits avec la Chine ou qui financent les investissements chinois dans ces pays pour développer l'initiative La Ceinture et la Route et l'initiative de transport. Cela va leur permettre de produire pour les marchés des uns et des autres, au lieu de produire pour les marchés américains et européens. Ma dernière question est la suivante. Il s'agit d'un système économique très différent, car traditionnellement, nous n'avons vu fonctionner que des systèmes économiques libéraux sous l'hégémonie britannique au XIXe siècle, puis sous l'hégémonie américaine au XXe. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'alternative. L'époque de la révolution industrielle, de l'introduction du capitalisme et de tout cela n'est pas si lointaine. Mais dans ce système multipolaire, quelles sont les opportunités ainsi que les défis pour créer un système économique stable? Eh bien, ce qui est si ironique, c'est que ce que la Chine fait dans son économie de marché socialiste correspond exactement à ce que les économistes classiques ont décrit comme la stratégie de développement du capitalisme industriel en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne et dans d'autres pays au début du XIXe siècle. Elle possède une économie mixte, ce qui était précisément l'objectif des économies européennes, qui disait « Nous allons nous débarrasser de tous les monopoles créés au Moyen Âge
à l'époque féodale, pour permettre aux rois de lever des fonds afin de payer leurs créanciers pour les dettes de guerre qu'ils avaient contractées en se combattant les uns les autres. Nous allons transformer ces entités publiques afin que, au lieu d'être des monopoles, elles puissent fournir des services de base, santé, éducation, transport, communication, à un tarif subventionné pour réduire le coût des affaires dans l'économie. C'est exactement ce que fait la Chine. Elle suit véritablement le modèle de l'économie mixte. Et là où la Chine est allée plus loin que les économistes classiques du 19e siècle, c'est qu'elle a réellement contrôlé la finance comme un service public. La création de monnaie et de crédit est gérée par la Banque populaire de Chine, qui crée du crédit dans le but d'investissement en capital direct et tangible pour augmenter la production et financer des investissements qui amélioreront le niveau de vie, et non pour générer des profits financiers. Investment that will raise living standards, not to make money financially. So the whole structure that you're going to see Ainsi, toute la structure que vous allez observer au sein de l'OCS, des pays des BRICS et de la majorité mondiale, consistera à utiliser la banque et la finance, non pas pour financer des prises de contrôle de biens, ni essentiellement pour créer du crédit, en particulier dans l'immobilier, et générer des bulles immobilières ou boursières, ou encore gérer l'économie comme une chaîne de Ponzi, mais à utiliser réellement la création de crédits et l'excédent économique pour les réinvestir dans la production nationale globale, et non dans la création de richesses financières concentrées entre les mains d'un secteur financier de plus en plus restreint au sommet de la pyramide économique, dont le produit est la dette, endettant le reste de la population à son profit et obtenant des monopoles qui extraient des intérêts, des rentes de monopole et tous les frais financiers qui caractérisent l'Occident. C'est ainsi que nous entrons véritablement dans ce que l'on décrit aujourd'hui comme les nouvelles règles de la civilisation. Mais il s'agit en réalité des mêmes règles qui ont découlé naturellement de la révolution industrielle. On se demandait alors comment l'Angleterre et les pays européens allaient s'industrialiser et faire de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, l'atelier du monde. Eh bien, nous allons abaisser le coût de production. Nous allons éliminer les charges de rente. Nous allons nous débarrasser de l'aristocratie foncière et de ses exigences en matière de rente foncière. Nous allons supprimer les monopoles et les transformer en services publics. Et nous allons faire ce que faisaient l'Allemagne et l'Europe centrale. Nous allons repenser le système bancaire afin qu'il finance réellement l'industrie, et non plus seulement les dettes de guerre et les dettes prédatrices, sans tenir compte de la capacité de l'économie à rembourser et à supporter ces dettes. Je sais qu'à première vue, il est presque obligatoire pour quiconque en Occident d'interpréter ces évolutions comme quelque chose de négatif, étant donné que cela représente un transfert massif de pouvoir de l'Ouest vers l'Est. Et bien sûr, il y a des arguments en ce sens. Mais d'un autre côté, il faut aussi reconnaître que le système dont ces pays cherchent à se détacher semble avoir atteint sa limite. Comme vous l'avez mentionné, nos économies sont devenues excessivement financiarisées. Elles ne sont tout simplement plus aussi compétitives. La dette a atteint des niveaux tellement fous que ce n'est plus soutenable. La confiance dans ce système économique vacille. Le niveau d'inégalité économique accumulé a donné naissance à une oligarchie, ce qui est très destructeur non seulement pour la société, mais aussi pour la politique et le bon fonctionnement de la démocratie. Et comme vous l'avez également suggéré, l'addiction à ces guerres sans fin semble toucher à sa fin. Donc à ce stade, s'il n'y a pas d'autres alternatives, il m'apparaît étrange que nous ayons cette hostilité presque instinctive envers ces alternatives émergentes. Mais encore une fois, l'alternative à ce qui se fait dans des organisations comme l'Organisation de coopération de Shanghai n'est pas de revenir aux années 90 ou aux années 50.
Cela est déjà épuisé. C'est fini. Je suis un peu perplexe face à cette hostilité. J'ai vu dans les médias allemands, dans Bild, ils ont écrit ce matin que c'était le sommet de la tyrannie ou le sommet des méchants, vous savez, des nations voyous. C'est une façon très étrange de présenter ces développements historiques majeurs qui se produisent actuellement. Oui. C'est une guerre de classe contre le socialisme. C'est une guerre de classe contre le monde du travail. C'est une exigence de privatisation à la Thatcher, à la Reaganomics. Et rien que dans l'heure où nous avons parlé, Glenn, le marché boursier américain a chuté. Les prix des obligations du Trésor baissent alors que les taux d'intérêt à long terme augmentent et le prix de l'or vient de dépasser 3 500 $ l'once, 100 fois son prix de 1971. Et on voit bien que ce que l'Occident appelle démocratie est en réalité une oligarchie. Et ce qu'il attaque sous le nom d'autocratie, c'est une société comme la Chine qui vise à élever le niveau de vie et à empêcher le type de polarisation économique entre la classe financière et le reste de l'économie endettée dans son ensemble, que l'on observe en Occident. The indebted economy at large that you're having in the West. So you're really having the Ainsi, l'Occident, depuis un siècle, suit une réaction anticlassique, une lutte contre l'ensemble des idéaux de l'économie classique, de l'économie mixte, pour essentiellement s'opposer au contrôle gouvernemental. C'est un combat mené par les intérêts rentiers, un combat des banques soutenant la classe des propriétaires fonciers et celle des monopoles, contre toutes les réformes qui ont fleuri au XIXe siècle avant la Première Guerre mondiale. Toute cette contre-révolution a fini par enlacer les États-Unis et l'Europe dans un nœud, bloquant leur développement. Ce sont les autres pays qui reprennent aujourd'hui le chemin du développement. La trajectoire que la civilisation suivait à la veille de la Première Guerre mondiale, avant que ce dernier siècle ne devienne un long détour marqué par la domination américano-européenne sous une oligarchie financière de plus en plus inéquitable et polarisée. Voilà, à mon sens, la vision d'ensemble. Eh bien, il y a beaucoup de profondeur dans ce qui se passe en ce moment. J'aimerais simplement que cela mérite un véritable débat en Occident. Je trouve simplement déprimant que la seule façon dont il parle de ce qui se passe actuellement en Chine soit de le qualifier de sommet des dictateurs qui détestent l'Occident et détestent la liberté et la démocratie. C'est vraiment d'une pauvreté intellectuelle, mais c'est comme ça. Quoi qu'il en soit. Michael Hudson, merci beaucoup pour votre temps. Et oui, j'espère que vous pourrez revenir bientôt. J'adore ces discussions. Elles offrent une vue d'ensemble. Merci de m'avoir invité. Thank you for having me.